La Syrie. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Rappelez-vous, nous avez dit tout va aller pour le mieux. Ça y est, le dictateur, certes, c'était pas un ange et le moins qu'on puisse dire, le dictateur sanguinaire Bachar el-Assad est parti il y a 3 semaines. Eh bien, vous allez voir, ça va se passer mieux parce que maintenant nous avons des modérés. Ah bon, très bien, et tout le monde était plutôt content. Ah ben, écoutez, que voilà, il y ait enfin des modérés. Mais alors, depuis quelques jours, je ne sais pas ce que veut dire cette modération, parce que on a vu des images sur les réseaux sociaux, des images terribles, des images horribles, de femmes, d'enfants, d'hommes tabassés, violés, en tout cas fusillés, et tout cela. Et on dit, là, les chiffres évidemment ne sont pas crus, mais entre 1500 et 2000 personnes en quelques jours. Il y a eu des appels, il y a eu vraiment des gens qui ont réagi, et simplement je voudrais comparer ce que disait Jean-Noël Barrot au moment de la chute de Bachar el-Assad, notre ministre des Affaires étrangères, et Jean-Noël Barrot hier à propos des exactions du nouveau régime de El-Joulani, de Ahmad el-Shara, et du mouvement Tahrir el-Shams. Écoutez. C'est un moment historique. Et toutes mes pensées, depuis hier, vont au peuple syrien, en Syrie comme en exil, qui retrouve enfin le parfum de la liberté. Comment ne pas se réjouir de la chute de l'un des pires dictateurs de notre époque, après des années, des décennies d'une oppression féroce. C'est donc un bouleversement historique, et c'est la démonstration, s'il en était besoin, que la loi du plus fort n'est jamais durablement la meilleure. Eh oui, Jean Barrot, la loi du plus fort, vous dites qu'elle n'est jamais durablement la meilleure, mais on peut quand même se poser des questions. Car on voit bien ce qui se passe et on voit bien, et ça personne ne le nie, que là, ceux qui sont massacrés en ce moment, ce sont des alaouites et des chrétiens. On va en parler d'ailleurs, Noël Baranche, qui sont les alaouites, qui sont les sunnites. Il faut évidemment replacer dans son contexte. Mais Jean-Noël Barrot, hier, fait un tweet, les exactions perpétrées contre des civils en Syrie sont inacceptables. La protection des populations doit être garantie. Il ne peut y avoir d'impunité pour les coupables de ces crimes. Écoutez, ce qu'en termes peut-être feutrés, ces choses-là sont dites, monsieur le ministre. En tout cas, il se passe ce qui se passe en Syrie et nous allons en parler effectivement et de manière avec Fabrice Balanche et Benjamin Blanchard. Fabrice Balanche, je rappelle, est géographe et auteur des leçons de la crise syrienne aux éditions Odile Jacob, un livre tout à fait passionnant que je vous recommande. Et Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétien d'Orient, qui est avec nous dans le studio et que je remercie. Fabrice Balanche, je voudrais savoir, au-delà, le paysage pour les gens, effectivement, pour les personnes, la Syrie, ça fait des années qu'on a l'impression que c'est une terre promise et jamais tenue. Dites-nous dans quel contexte tout cela se passe, Fabrice Balanche. Aujourd'hui, donc, nous avons un pouvoir islamiste qui s'est mis en place à Damas. Il faut quand même rappeler que Al-Shara, alias Abu Mohammed al-Jolani, est quand même issu des rangs d'Al-Qaïda. Donc il fallait quand même pas s'attendre à ce qu'un terroriste qui a passé 20 ans à faire le coup de feu contre les Américains en Irak et ensuite en Syrie, massacrant à tour de bras, devienne un démocrate en quelques semaines, même si un cabinet de conseil britannique a été financé pour lui ripolliner la façade et lui faire croire que c'était l'homme providentiel. Donc aujourd'hui, cette communauté alaouite qui a été liée évidemment au pouvoir de Bachar el-Assad, puisque Hafez el-Assad, Bachar el-Assad sont issus de cette communauté, donc ils ont employé en priorité les alaouites dans l'armée, dans le service de renseignement, dans la fonction publique. Elle se retrouve victime de la vengeance des islamistes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Alors on peut dire que c'est une vengeance politique par certains aspects. Parce que vous avez évidemment des cadres de l'ancien régime, ceux qui n'ont pas réussi à fuir, en tout cas qui sont cachés dans la montagne et que les forces du nouveau régime essaient d'attraper. Mais c'est surtout et avant tout une guerre communautaire, une guerre religieuse. Les alaouites, c'est une communauté qui a une religion assez spécifique. Ils croient à l'incarnation. Excusez-moi, Fabrice Balanche, est-ce que ça, c'est quand même disons une communauté, mais qui relève du chiisme?
ou pas? Alors on les classe dans le chiisme parce que ils ont, c'est vrai que dans l'arbre généalogique chiite, ils participent à cette grande famille chiite, Oui. mais c'est vraiment des chiites hétérodoxes. Ça n'a rien à voir avec les chiites iraniens, D'accord. ni les chiites du sud Liban. Ils croient à la réincarnation, ils ont une trinité. Ils boivent de l'alcool, les femmes ne sont pas voilées, ils n'ont pas de mosquée, ils prient à la maison, c'est une religion qui est très intérieure. C'est une religion syncrétique en fait entre l'islam, le christianisme et les vieilles philosophies antiques comme le zoroastrisme. D'accord. Voilà, c'est ça la religion. Et ils sont combien en Syrie? Pour les sunnites, oui. Alors pour les sunnites, ce sont des hérétiques. Vous avez des docteurs de l'islam comme Ibn Taymiyyah qui ont appelé au Moyen-Âge à leur éradication. Et ils ont été victimes dans l'histoire de nombreux massacres. D'accord. Alors aujourd'hui en Syrie, ils représentent à peu près, enfin avant la guerre, ils étaient à peu près 10% de la population. Soit 2 millions de personnes concentrées évidemment sur la côte, dans cette montagne alaouite qui est en fait une montagne refuge, parce que comme toutes les minorités au Levant, que ça soit les Maronites, que ça soit les Druzes, que ça soit les Yézidis, ils trouvaient refuge dans les montagnes parce que la montagne était un endroit une défense naturelle contre les persécutions qu'ils subissaient. Et aujourd'hui, combien sont-ils? Peut-être un peu moins de 10%, parce que comme c'est une communauté qui avait quand même un niveau de développement assez élevé, le statut de la femme était bien supérieur à celui qu'on a dans le reste de l'islam, ils avaient un taux de fécondité qui était assez faible. On était à 2 enfants par femme, comme en Occident. Et contrairement donc aux musulmans sunnites qui eux continuent à être extrêmement prolifiques. La guerre a fait que cette communauté a été saignée à blanc, parce qu'un homme sur 4 entre 20 et 45 ans est mort au combat, la moitié sont éclopés, et par conséquent il y a une chute démographique de la population alaouite par rapport à l'espèce de rouleau compresseur sunnite que nous avons en face. D'accord. Et alors, justement, aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le renversement de situation, juste un mot, comment appréciez-vous, pourquoi notre diplomatie, et pas seulement celle de la France et ailleurs, mais en plus, il faut rappeler que la France était liée à la Syrie, vous le savez mieux que tout le monde, puissance mandataire, dans les années 35, 40 et compagnie, pourquoi, effectivement, on se précipite en disant « Ah, c'est formidable, ça y est, c'est un nouveau régime, il est modéré, on va le voir, puisque, comme vous le savez, notre ministre des Affaires étrangères et ainsi que la ministre des Affaires étrangères allemand est allé serrer la main de Ahmad El-Shara en disant écoutez, voilà, enfin la modération arrive au Proche-Orient. Comment expliquez-vous cette précipitation et qui n'est pas seulement valable pour ce qui se passe aujourd'hui? Une grande naïveté, un manque de prudence par rapport à ce nouveau régime. Alors certes, on était heureux de voir Bachar el-Assad s'effondrer. Il faut rappeler que la France, depuis 2011, était à l'avant-garde de l'opposition contre Bachar el-Assad. Tout à fait. Voyait d'un très bon œil les islamistes au pouvoir en se disant c'est des islamistes, c'est des djihadistes, mais une fois au pouvoir, ils vont se déradicaliser, ils vont se modérer. Et donc, c'est exactement le même argumentaire qu'on avait en 2011-2012, quand on avait arrivé les frères musulmans au pouvoir en Tunisie, en Égypte. On a vu une opposition islamiste monter en puissance en Syrie. Eh bien, ce même narratif aujourd'hui qu'on utilise, et espérant que au pouvoir, Al-Shara va se déradicaliser. Mais j'ai entendu des choses absolument incroyables dans les médias français. Une émission du soir sur le service public où un journaliste disait que Al-Shara était en train de se déradicaliser par le haut. Mais comment peut-on dire des bêtises pareilles? Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup de politiciens français projettent sur la Syrie, si vous voulez, des fantasmes français. Au début de la crise syrienne, on ne parlait pas de communautarisme en Syrie. Lorsque je disais attention, il y a un problème communautaire, les alaouites, les sunnites, etc., il fallait surtout pas en parler. Parce que, retour de bâton, ça nous aurait obligés à reconnaître le problème
communautaire que nous avons également en France. Et dont nous ne voulons surtout pas parler, dont certains ne veulent surtout pas évoquer. Aujourd'hui, on peut en parler puisqu'il y a eu la loi sur le séparatisme et la reconnaissance de ce danger qu'est le communautarisme islamique en France. Mais maintenant, on nous projette sur la Syrie le fameux vivre ensemble. Oui, c'est ça. C'est que Al-Shara va nous apporter le vivre ensemble et on voit les manifestations de vivre ensemble aujourd'hui. Merci Fabrice Balanche. On reparlera de tout cela. Je rappelle votre livre, Les leçons de la crise syrienne aux éditions Odile Jacob. Elles n'ont pas pris une ride et lisez ce livre. Benjamin Blanchard, on va parler peut-être, on n'en a pas parlé avec Fabrice Balanche, mais on aurait pu évidemment, mais restez avec nous Fabrice Balanche d'ailleurs, si vous voulez bien. Vous êtes, je rappelle, directeur général de SOS Chrétien d'Orient. D'ailleurs, je le dis, nous étions allés ensemble en Syrie à 2 reprises pour voir ce qui s'y passait. Et aujourd'hui, alors, dites-moi ce qu'on entend, parce qu'il y a eu des appels d'une des religieuses supérieures de Maaloula. Non, à Cara. Elle est supérieure à Cara. Non, pas à Cara, oui, c'est ça. C'était une erreur dans le tweet de François Fillon. D'accord, oui, parce que c'est François Fillon qui avait dit ce tweet. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que vous avez des gens de SOS Chrétien d'Orient. Oui, tout à fait. On a des équipes qui sont basées donc à Damas, la capitale, et également à Homs et à Alep. La situation est assez différente selon les villes. Depuis 3 mois, il faut le dire, en tout cas là où nous sommes présents, c'est à Homs que c'est le plus difficile. Et nous voyons à Homs qu'il y a des exactions qui sont commises contre les civils depuis des mois, en fait, depuis la Révolution, et notamment principalement contre les Alaouites. Donc en fait, alors à chaque fois, le gouvernement d'Ahmed Al-Shara dit non, mais il faut punir les gens, ce n'est pas bien, etc. Mais il n'empêche que soit on les laisse faire, soit ils n'arrivent pas à maintenir l'ordre, à contrôler le pays, mais il n'empêche qu'il y a eu les exactions contre les civils, notamment les Alaouites, n'ont pas cessé pendant ces 3 mois. Et c'est pour ça, c'est à mon avis une des causes principales de l'insurrection qui a éclaté jeudi soir sur la côte, dans les montagnes alaouites et également sur les villes. Réaction des Alaouites et donc réaction encore plus dure des autorités. Et c'était une réaction. Cette insurrection n'a jamais proclamé vouloir le retour de Bachar el-Assad. Effectivement, sont des cadres de l'ancien gouvernement, bien etc. sûr, mais actuellement, j'ai pas entendu de Syriens qui attendent le retour de Bachar el-Assad. C'est pas trop au programme, parce qu'il est pas très populaire, même chez ses anciens partisans. Mais Benjamin Blanchard, on a entendu plus d'une fois, pas seulement cette mère supérieure et beaucoup d'autres, qui disent attention, les chrétiens. Alors quid des chrétiens? Parce qu'il n'y a pas que les Alaouites, apparemment, qui sont visés. Oui, il y a eu plusieurs morts, notamment il y a une famille c'est des Arméniens, des Syro-Arméniens. Il y a eu un monsieur âgé qui était le père d'un prêtre. Donc tout ça, on voit bien que ce ne sont pas des combattants. Le père du prêtre, il avait l'air d'être au moins 70 ans, quoi. C'était pas un combattant. Ça montre bien qu'il y a beaucoup de civils qui ont été tués. Après, je ne crois pas que là, il n'y a pas eu un mouvement massif contre les chrétiens. Ça a plutôt été des victimes collatérales. Mais le problème de fond, il est que pendant 10 ans, 13 ans, les combattants d'HTC et des autres mouvements qui ont pris le pouvoir, c'était des djihadistes, c'était des islamistes. Et pour les motiver, le programme politique, c'était quoi? C'était d'instaurer une république islamique, un califat. Et maintenant, qu'entendent-ils dans les discours de M. Al-Shara? Quelque chose de tout autre. Alors, je suis pas là pour préjuger s'il est de bonne foi ou de mauvaise foi, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quand même un hiatus entre son discours et ce qui leur a été vendu pendant 10 ans. Et, donc, vous pensez quand bien même lui deviendrait pragmatique et intelligent et avisé, je suis pas sûr que les 60 000 derrière soient capables de suivre. Et ben voilà, le résultat, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. Fabrice Balanche, vous pensez que effectivement, Al-Shara peut effectivement changer à la fois de mental et de langage, en tout cas changer de langage, il a essayé, et que ce sont effectivement parce que le Harakat Tahrir al-Shams et tout ça, on sait effectivement des djihadistes. Vous pensez que là, c'est quelque chose qui est au niveau de la communication extérieure où véritablement il peut y avoir un changement, à votre avis? Non, c'est de la communication extérieure. L'objectif de Shara, quand il a pris le pouvoir, c'était d'obtenir la levée des sanctions, notamment des sanctions américaines, parce que sans cela, il ne peut pas avoir une aide substantielle en provenance des pays du Golfe, notamment du Qatar, qui était prêt à le soutenir. Or, s'il veut unifier les différentes factions islamistes autour de lui, il a besoin d'argent. Donc il a fallu qu'il adopte ce ton, ce discours,
qui retiennent la vengeance, les exactions de ces troupes. Alors aujourd'hui, évidemment, ils sont libérés. Mais moi, je pense que Shara, il est le responsable. Tout ça a été organisé depuis Damas. Souvenez-vous des massacres contre les Arméniens, contre les Assyriens sous l'Empire ottoman à l'époque d'Abdul Hamid. C'était planifié par le pouvoir. Il lançait des supplétifs, pas forcément l'armée ottomane contre comment dire les chrétiens. Et ensuite, vis-à-vis de l'Occident, on affirmait la même chose, que les coupables allaient être poursuivis, etc. C'est exactement la même chose qui se produit aujourd'hui en Syrie. Il faut noter. Oui, allez-y. Il faut noter que ça n'a pas commencé jeudi, comme tout le monde le répète, suite à une insurrection alawite. Ça a commencé dès mardi 4 mars. J'ai des amis à l'attaquer qui m'ont appelé. Leur quartier a été cerné par les troupes d'Ash-Shara. Ils les ont attaqués à l'arme lourde. J'ai entendu des détonations. C'était assez impressionnant. Ils sont entrés dans le quartier, ils les ont traités de chiens, de porcs, ils ont mitraillé les façades, il y a des civils qui ont été tués, des pick-up sont sortis avec des cadavres du quartier de Datour à l'attaquer. Le mercredi, ils ont attaqué un village alawite dans la montagne qui est un haut lieu de la spiritualité alawite, il y a une centaine de mausolées, c'est un lieu de pèlerinage. C'est exactement ça que veulent détruire les djihadistes, tous ces symboles de la religion alawite qu'ils exècrent. Oui, mécréantes. Oui. Des colonnes de djihadistes ont convergé vers la côte, et c'est à ce moment-là qu'ils sont tombés dans des embuscades, parce que imaginez bien la réaction, alors des cadres de l'ancien régime, bien sûr, mais de n'importe quel villageois alawite qui voit arriver ces pick-up comme le faisait Daesh quand ils arrivaient dans les villages, et là ils se sont battus, et ça a été le prétexte pour ces massacres de masse. Alors justement, Benjamin Blanchard, qu'est-ce que vous allez, si jamais, espérons évidemment, espérons jamais le pire, mais si jamais ça s'aggrave, qu'est-ce que vous allez faire avec vos envoyés, les gens qui travaillent, et on sait comment ils travaillent, avec quelle efficacité, vos bénévoles et vos gens, toutes les gens qui travaillent avec vous à SOS Chrétien d'Orient, à tout point de vue, du point de vue des écoles, du point de vue de ce qu'ils amènent, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous suivez la situation, bien sûr, de près? Alors je précise que les volontaires internationaux, donc français majoritairement, on les a enlevés une semaine avant la révolution. En fait, dès que ça a commencé à chauffer à Alep, oui, on les a envoyés au Liban, parce que dès que ça a commencé à chauffer à Alep, on a compris que c'était terminé, que le gouvernement allait tomber, et donc le 30 novembre, on a enlevé tous les volontaires français. Par contre, on a bien sûr nos équipes sur place qui sont syriens, et puis il y a un Français aussi qui est responsable. Pour l'instant, ils sont sur place, et on fait très attention à leur sécurité. On a des centres culturels avec notamment des cours de musique, donc on sait que d'un point de vue d'un islam très sunnite, très rigoriste, ça pourrait poser problème. Pour l'instant, ils sont ouverts, ça fonctionne. Là, je crois qu'aujourd'hui, il me semble qu'on a demandé aux élèves de rester chez eux et aux équipes d'être en télétravail, parce que la situation est trop incertaine. Mais évidemment, on suit au jour le jour, et leur sécurité est notre préoccupation principale. Bien sûr. Mais écoutez, je vous remercie, on va tous suivre cela, hein, bien sûr, parce que espérons que ça n'arrive pas, vraiment, on voit déjà ces images qui sont terrifiantes, et qu'on n'arrive pas fatal à ces espèces de nettoyage ethnique qui continuent un peu partout, et c'est terrifiant. Merci Benjamin Blanchard d'avoir été là, merci Fabrice Balanche, on reparlera de ça dans les prochains jours, mais en tout cas merci de nous avoir éclairé sur vraiment le contexte de ce qui se passe en Syrie noire. Sud Radio.